Claude Basset de CRA Formation ainsi que Yvan Taurin de CRA Association. Avant de commencer, je vous rappelle quelques points techniques. Vous pouvez télécharger le support de présentation dans l'onglet Documents. Vous pouvez également poser vos questions dans l'onglet Questions. Et à la fin de la présentation, vous allez recevoir un lien vers le replay. Je laisse la parole à Claude et Yvan et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Maddy. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc moi je suis Claude Basset et j'ai rejoint le CRA il y a environ un an, CRA Formation, et avant ça j'ai travaillé toute ma carrière dans le monde de la santé, des sciences de la vie, des données et du logiciel dans des environnements entrepreneuriaux de tailles différentes, start-up, scale-up, également LBO. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de travailler pour CRA Formation. Yvan ? Merci Claude. Bonjour à tous, bienvenue la troisième session de l'année sur la transmission. Donc moi je suis Yvan Taurin, 3 années au CRA Association et préalablement donc dans ma carrière professionnelle j'étais dans le second œuvre du bâtiment, tout ce qui est CVC. Donc rachat d'entreprise et vente d'entreprise, enfin voilà, tout ça autour du CVC. Donc là, on va parcourir un petit peu tous les éléments de la transmission d'entreprise. Donc que vous soyez cédant ou repreneur, les éléments qu'on va vous présenter vous concernent les uns et les autres. Je te laisse commencer, Claude. Très bien. Donc peut-être d'abord un mot sur le CRA, quand même, que vous sachiez à qui vous avez affaire. Donc nous sommes une association à but non lucratif qui a pratiquement 40 ans, donc pas mal de recul, qui est composée d'environ 250 délégués bénévoles, donc tous d'anciens dirigeants, dont une grande partie avec une expérience de cession ou de reprise. Nous avons des délégations partout en France. Et ce que l'on propose à nos adhérents, ce sont donc des fichiers à la fois de cédants, donc d'entreprises à racheter, et de repreneurs. Nous avons des outils pour l'aide à la recherche et des formations. Et on va vous parler de tout ça un petit peu plus en détail. Vous avez en bas de cette slide les chiffres actuels du CRA. Donc vous voyez environ 1200 repreneurs pour 600 cédants. Alors, avant de rentrer plus dans le détail de ce que propose le CRA à ses adhérents, nous sommes éditeurs du best-seller de la transmission, qui est effectivement un guide pratique extrêmement complet, très très bien fait. Alors, je ne sais pas à quelle édition il en est, c'est 2026, mais il existe depuis de nombreuses années et qui reprend vraiment toutes les étapes pour la transmission d'entreprise. Donc, vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies ou auprès de votre parrain du CRA. Et nous faisons aussi l'observatoire du CRA, donc, qui reprend toutes les statistiques sur l'environnement, donc les entreprises à céder, les cessions. Et donc, je vais partager avec vous des chiffres qui sont issus de cet observatoire. Et donc, on va commencer par justement alors, non, avant, juste sur les 2 points clés, c'est formation et accompagnement. Donc, pour les cédants, on vous aide à préparer la transmission, à valider vos décisions et à aligner vos enjeux, qu'ils soient humains, puisque c'est quand même essentiel pour une entreprise dans laquelle vous avez souvent passé beaucoup d'années, et bien entendu financiers. Et pour les repreneurs, eh bien, on vous aide à structurer votre projet pour vous permettre de reprendre en sachant où vous mettez les pieds, comment vous y prendre, et on vous aide aussi à sécuriser cette phase au moment une fois que le closing est réalisé. Donc, comme je parlais un petit peu plus tôt, les entreprises que le CRA couvre. Donc, il ne s'agit pas de tout l'univers de toutes les entreprises en France. Ce sont donc des entreprises qui ont entre 5 et une centaine de salariés dans
4 domaines particuliers, donc l'industrie, le BTP, le négoce et les services. Donc, on ne s'intéresse pas à l'artisanat sur les toutes petites entreprises, on ne s'intéresse pas au commerce de détail. Donc, si vous prenez l'ensemble de la population des entreprises en France, qui sont autour de 3 millions, clairement, ce n'est pas la population qui intéresse le CRA, on est plutôt autour de 140 000 entreprises. Et sur ces 140 000, il se passe environ 7 000 transactions par an. Voilà, donc ça, c'est l'univers auquel on s'adresse. Les chiffres d'affaires donc des entreprises qui ont été reprises par des personnes affiliées au CRA, et donc c'est quand même tous les chiffres que je vais partager avec vous, bien entendu, sont ceux du CRA, mais ils sont quand même très illustratifs du marché général que nous n'avons pas la prétention de couvrir en totalité. Ce qu'on voit sur ce chiffre d'affaires, c'est qu'il augmente régulièrement depuis 2019. Donc, ce sont les barres vertes, violettes et jaunes au-dessus, donc qui augmentent. La part des entreprises qui font moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires a baissé de plus de 10% entre 2019 et 2023. Et la part de celles qui font plus de 6 millions de chiffre d'affaires reste marginale, mais elle augmente quand même. Elle est passée de 1,6 à 3,5, donc plus que doublé en 5 ans. Ensuite, les effectifs de ces entreprises. Donc, vous voyez que grossièrement, il y a une moyenne à 10, sauf dans le négoce, où bien entendu les effectifs sont un peu plus limités. Là, on est plutôt à 5-6. Et il y a une grande stabilité, moins dans le service qui a vu un pic en 2020. Je n'ai pas d'explication absolument certaine. Clairement, en 2020, c'était le moment du Covid. Donc, ça a probablement eu un impact, mais on ne sait pas vraiment vous expliquer lequel. Mais vous voyez que sinon, en 2021, 2022, 2023, on est revenu à peu près au même niveau. Les secteurs d'activité, donc je vous ai présenté les 4 secteurs dans lesquels nos repreneurs et nos cédants interviennent. Donc il y a une grosse part, un gros tiers qui est plutôt l'industrie, petite industrie, la production. Et ensuite, les 3 autres domaines sont à peu près à part égale, donc bâtiment, négoce et services. Alors là, on commence à parler de la valorisation des entreprises. Bien entendu, le pourcentage du chiffre d'affaires n'est pas une façon ultra pertinente de calculer la valeur d'une entreprise, mais par contre, ça vous donne une idée un petit peu de l'univers dans lequel on se situe. Et donc, vous voyez que les ratios sont relativement stables. Il y a quand même eu il y a eu un pic de valeur en 2022. Ça s'est un petit peu calmé à nouveau en 2023, mais bon, ça augmente légèrement, mais ça reste relativement stable. Vous voyez que tous ces pourcentages sont en dessous de 100%, donc la valeur d'achat, enfin le prix d'achat est inférieur au chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc ça, c'est un point important. On n'est pas sur des startups dans l'IA, on n'a pas du tout le même type de ratio. Mais Yvan, tu parleras plus tard de la valorisation un peu plus en détail. Bon, ça, très clairement, c'est pour illustrer un petit peu par rapport au chiffre d'affaires. C'est une illustration, bien entendu. Je dirais le chiffre d'affaires et la valeur d'entreprise. Globalement, ce n'est pas là-dessus qu'on calcule une valeur d'entreprise. Bien entendu, on calcule sur le résultat. Mais aujourd'hui, si on doit, et dans le schéma que vous voyez là, illustrer par rapport à un chiffre d'affaires, voilà ce qu'on trouve par rapport aux différents secteurs. Juste, oui, tu veux venir
par rapport aux entreprises, là, en gros, la moyenne aujourd'hui d'une entreprise suivie par le CRA, c'est 1,8 million de chiffre d'affaires et c'est en moyenne 10 personnes. Voilà. La moyenne. Ouais. Ok. Alors, si on regarde la répartition géographique des entreprises, donc je vous disais que le CRA est présent dans toute la France. Et encore une fois, c'est assez représentatif du marché global. Vous voyez qu'il y a quand même une très forte présence de l'Île-de-France, mais il y a des entreprises quand même partout. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes est logiquement la deuxième région. Le Grand Est est peut-être surprenamment faible, mais c'est en tout cas les entreprises dont nous disposons. Et là, vous avez le nombre de vendeurs. Ça ne devrait pas être des pourcentages d'ailleurs. Oubliez le pourcentage. Voilà. Oubliez le pourcentage, ce sont donc le nombre de repreneurs par rapport au nombre d'entreprises. Donc forcément, toutes les régions autour de Paris où il y a beaucoup de grandes entreprises qui sont un gros vivier de repreneurs, beaucoup de cadres dirigeants qui ont grandi dans des grandes entreprises, et on sait qu'il y a une plus grande concentration en Île-de-France, qui sont des repreneurs potentiels. Donc, on a beaucoup de repreneurs en Île-de-France par rapport au nombre d'entreprises disponibles. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que bon nombre de ces repreneurs potentiels viennent d'autres régions au départ et sont intéressés à y retourner. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus d'opportunités que ça. Nous parlons ici du marché ouvert et on sait tous qu'il y a un marché caché. Et si vous rejoignez le CRA en tant qu'adhérent repreneur, c'est une des choses sur lesquelles on va vous accompagner pour identifier d'autres cibles potentielles. Donc, encore une fois, oubliez que ce sont des pourcentages et c'est un ratio. Donc, la lecture, par exemple, en centre Val-de-Loire, il y a un repreneur pour une entreprise. Voilà. Et en Île-de-France, voilà, vous êtes quasiment 5 repreneurs sur une entreprise. Ouais. Je te laisse la parole. Très bien. On va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, de typologie, on va dire, d'adhérents que nous suivons, les cédants et les repreneurs. Bon. Côté cédant. Alors, côté cédant, donc je vous ai dit, la moyenne des entreprises aujourd'hui est à peu près d'1,8 million de chiffre d'affaires. Déjà, la première chose, c'est la motivation. Alors, pourquoi les cédants vendent leur entreprise? Vous voyez dans le graphe, c'est assez clair, presque un peu plus de 2/3. En fait, c'est vraiment parce qu'ils ont atteint l'âge de partir à la retraite et qui souhaitent céder l'entreprise. Les autres raisons, il peut y avoir des raisons personnelles, bien entendu, ou familiales. Quelques-uns donc font de la réorientation professionnelle, donc ils changent, ils veulent changer d'activité. Donc voilà un petit peu les motivations pour céder. Alors ah oui, pardon, la souris elle est là. Les questions qu'il faut se poser quand on veut céder son entreprise, vous les avez là. Mais globalement, bon, déjà, il y a ce qui est important, c'est la motivation. Il faut être bien décidé à vendre son entreprise. Ça, c'est hyper important. Donc, déjà, regardez l'entreprise si vous avez 100% de votre entreprise ou si vous avez des parts avec d'autres personnes. Dans ce cas-là, il faut que l'ensemble des personnes qui détiennent le capital soient OK pour vendre l'entreprise. Après, les questions que vous devez vous poser en tant que cédant, c'est aussi c'est une démarche qui va nécessiter du temps et de l'énergie. Donc, il faut que vous ayez vraiment l'envie et puis la niaque, j'allais dire, de rentrer dans cette vente, dans cette cession d'entreprise.
Ensuite, vous devez vous poser la question à qui je vais vendre. Enfin, à qui je vais vendre, c'est-à-dire que vous devez questionner, malgré tout, vous posez la question, est-ce que dans ma famille, est-ce que je vais passer l'entreprise à mes enfants, par exemple, ou à quelqu'un de ma famille? Donc voilà, posez-vous bien la question. Posez-vous aussi la question du personnel. Est-ce que j'ai pas quelqu'un dans mon entreprise qui serait mon bras droit ou voilà, qui serait intéressé pour reprendre mon entreprise? Ensuite, si vous fermez toutes ces portes, ben après, il faut vous poser la question, c'est mon entreprise, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux la vendre à une personne physique, c'est-à-dire un repreneur personne physique, ou est-ce que je veux la vendre à une autre entreprise? En l'occurrence, ça peut être un concurrent, ou ça peut être une entreprise qui a une activité qui serait connexe avec la mienne et qui serait intéressée pour reprendre mon entreprise parce que voilà, ça crée ça crée un renforcement de l'activité qu'a cette entreprise. Donc voilà, ça c'est important que vous ayez aussi cet aspect-là, vendre à une personne physique ou vendre à une autre entreprise. Voilà, et quand vous avez, je dirais, répondu à tous ces éléments-là, ben, en fait, faut vous préparer. Faut vous préparer à cette mise en vente de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire la première personne que vous devez aller voir, c'est votre expert comptable, parce qu'il faut se mettre en ordre de marge, on va dire, pour vendre l'entreprise. Donc, il faut comme on le dit, il faut faire un peu de toilettage des comptes. Voilà, s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait dans les bonnes cases, etc. Enfin voilà, il faut absolument que ça soit lisible et transparent sur l'annonce de votre entreprise. Donc, et également, important pour vous, c'est comment vous allez la vendre, enfin, toute la partie fiscale qu'il faut aussi que vous regardiez de votre côté. Alors, ça, c'est les questions que vous devez vous donner en tant que cédant, vous posez, pardon, en tant que cédant. En tant que repreneur, la première chose, c'est que je pense que si vous êtes repreneur, c'est que vous avez déjà fait le choix de la première question, c'est est-ce que vous voulez rester salarié d'une entreprise ou est-ce que vous voulez devenir indépendant, c'est-à-dire entrepreneur. Bon. Si vous voulez devenir entrepreneur, il y a deux solutions. Soit vous créez votre entreprise, soit vous en achetez une. Donc, la question se pose, donc création ou reprise. Après, est-ce que vous voulez être seul ou à plusieurs? Là aussi, c'est important. Donc, on peut être à plusieurs à racheter une entreprise, bien entendu. Donc, ça démultiplie, on va dire, la partie aussi apport perso, enfin, du financement. Simplement, si vous êtes plusieurs, il faut être clair de qui va faire quoi, enfin, les rôles dans le rachat. Ensuite, la question, bien entendu, que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai les capacités, est-ce que j'ai toute l'information pour pouvoir reprendre une entreprise. Donc ça, c'est là où on pourra vous aider. Donc Claude vous en parlera tout à l'heure des formations que l'on propose aux repreneurs. Mais voilà, c'est important que derrière, et d'ailleurs ça sera une clause importante quand vous rencontrerez un cédant, c'est qu'il faut que vous ayez, ou cédant et banque bien entendu, il faut que vous soyez convaincant dans vos capacités à reprendre une entreprise. Ça, c'est important. Donc, posez-vous bien la question, qui je suis, c'est quoi mes compétences, et ces compétences, est-ce que je peux les mettre au service d'une entreprise? Et quel type d'entreprise? Donc, on vous a cité les différents types d'entreprises que nous suivons. C'est voilà, quel type d'entreprise me correspond. Ensuite, la cible, ce qu'on appelle la cible, c'est l'entreprise que vous allez reprendre. Il faut vous poser la question si je cherche une entreprise, on va dire à quelle taille en gros, hein, c'est-à-dire une petite taille. Alors ça dépendra bien entendu du financement que vous pourrez y mettre, mais
Mais globalement, si vous êtes plusieurs, ou alors il y a d'autres solutions, c'est de partir avec des investisseurs, etc. Donc voilà, est-ce que vous vous sentirez à l'aise avec une boîte de 10-12 personnes, ou est-ce que non, vous avez besoin d'une boîte plus grosse, et dans ce cas-là, il vous faudra un peu plus d'argent, bien entendu. Et cet argent, vous pourrez le trouver à travers des financements qui peuvent être différents que le prêt bancaire. Alors, je vous ai cité tout à l'heure les cédants. Donc les cédants, c'est plutôt des gens qui partent à la retraite, vous avez vu, pour les 2 tiers d'entre eux. Les repreneurs. Alors, qui sont-ils les repreneurs? En termes d'âge, aujourd'hui, je dirais que ça se rajeunit. Là, on vous a mis 2023, mais si on avait les stats 2025, on aura bientôt, vous verrez que la partie moins de 40 augmente. Donc il y a de plus en plus aujourd'hui, même des trentenaires qui deviennent, enfin qui souhaitent être repreneurs pour les motivations on va dire de pouvoir diriger soi-même l'entreprise. Mais ce qu'on voit, c'est surtout toute cette partie, on va dire moins de 50, c'est plutôt c'est des gens c'est une volonté de devenir entrepreneur. Certains, en fait, devenaient entrepreneurs par nécessité, parce que voilà, ils étaient sortis de leur entreprise, on leur avait donné un chèque pour sortir, et puis il fallait qu'ils joignent les quelques années qu'ils avaient encore avant la retraite. Donc là, aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes, donc c'est une vraie volonté de partir vers l'entrepreneuriat. Alors, le profil toujours du repreneur, on le voit à travers ce graphique. La plupart d'entre vous, donc, vous aviez des fonctions de direction. Quelques-uns sont des anciens chefs d'entreprise, donc ont vendu leur entreprise et puis qui veulent continuer en fait dans cet univers de l'entrepreneuriat. Voilà, mais on voit bien que la plupart sont, vous êtes des anciens directeurs. En ce qui concerne la formation, on voit que la formation globalement, quand vous prenez entre les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce et l'université, voilà, c'est plutôt ces grandes écoles, donc pour 80%, ou 75%, avec une majorité d'ingénieurs. Voilà. Sachant que beaucoup ont fait de toute façon, beaucoup ont aussi le côté ingénieur et le côté commerce, donc un double cursus. Côté important, donc apport personnel. Je vous l'expliquerai après, mais l'apport personnel va déclencher un petit peu le système de taille, on va dire, d'entreprise qu'on va pouvoir acheter. Mais voilà, sur ce graphique, vous voyez que l'apport personnel, voilà, il se situe plutôt entre 200 et 300 000 euros. On va dire une moyenne à peu près à 250 000 euros. Effectivement, ce qui fait la différence entre la création et la reprise, c'est que pour une reprise, il faut un minimum d'apport personnel. Donc, pour pouvoir reprendre quelque chose qui a une certaine taille. Claude vous expliquait tout à l'heure que l'entreprise minimum, on va dire en gros, c'est 5 personnes jusqu'à 50, mais on ne fait pas d'entreprise unipersonnelle, c'est-à-dire que vous n'allez pas racheter une entreprise pour vous mettre à la place du cédant. Ou alors, il faut que vous fassiez vraiment le même métier que lui, alors que normalement, vous ne faites pas du tout le même métier. Donc, c'est un peu compliqué. Donc voilà, en termes d'apport personnel, donc, on va dire une moyenne à 250 000 euros. Et bien entendu, sur l'apport personnel, après, il peut y avoir des apports, on va dire, qui viennent en complément, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le Love Money, le Family Office, des choses comme ça. Alors, quelques infos qui concernent aussi bien les cédants d'ailleurs que les repreneurs. La durée en fait de transmission ou de reprise d'une entreprise,
c'est entre 6 et 18 mois. En moyenne, c'est 14, c'est 12-14. Sachant que la partie la plus longue pour un repreneur, ça reste quand même la recherche de cible. La recherche de cible est importante dans le sens où c'est là où vous allez bien cadrer votre projet, qu'est-ce que vous voulez reprendre, où vous voulez reprendre, parce que on se rend compte notamment à Paris où plus de 50% des repreneurs Île-de-France rachètent une entreprise en dehors de l'Île-de-France. Soit dans leur région d'origine, soit dans la région où ils aiment aller, soit par opportunité aussi, mais voilà, ils ne sont pas forcément bloqués sur l'Île-de-France. Donc voilà, la durée, elle est longue, sachant que le cédant, vous cédant, il y aura, enfin, il y a une partie incompressible, on va dire, de 3-4 mois qui sont les derniers, la dernière phase, donc toute la partie audit, etc. Enfin, il y a un graphique qui montre, qui illustre tout à l'heure, je vous le montrerai. Mais voilà, ça c'est incompressible. Mais voilà, on voit bien que toute la première partie, c'est pour vous, cédants, rencontrer des repreneurs, et pour vous, repreneurs, rencontrer des cédants. Et avant de rencontrer des cédants, c'est de chercher les entreprises qui vous plaisent. Et comme on disait sur le graphique des faux pourcentages de tout à l'heure, voilà, en moyenne, vous êtes 2,3 repreneurs pour une entreprise, pour un cédant. Ça veut dire que vous êtes sur un marché concurrentiel. Donc sachez-le, vous n'êtes pas tout seul. Donc c'est important aussi de regarder plusieurs entreprises. Ça c'est, et à un moment donné de se fixer sur une, bien entendu, mais ça c'est important. Donc voilà. Et comme on voyait tout à l'heure, chaque région n'est pas égale par rapport au nombre de repreneurs et au nombre par rapport au nombre de cédants. Donc, je ne sais pas si vous avez, mais le premier slide vous montrait que nous, par exemple, on a 1200, 1300 repreneurs au CERA, adhérents, et on a 600 cédants, quoi. Donc, vous voyez, on est sur un rapport 1 sur 2, quoi. Alors, la valeur de cession d'une entreprise. La valeur de cession d'une entreprise. Alors, on parle de personnes physiques qui vont acheter. Je dirais que la valeur, bon, déjà ce qui va être important, c'est que le système d'un repreneur, d'une personne physique, ça va être un système qu'on appelle LBO, c'est-à-dire que vous allez racheter en fait une entreprise avec un apport perso et une dette bancaire. Ce rapport d'apport perso et dette bancaire, il est de 30-70 à peu près en moyenne. Donc 30% d'apport perso, 70% d'emprunt à la banque. Mais pour que la banque puisse vous prêter de l'argent, il faut que ce que vous rachetez soit capable de rembourser l'emprunt qui sera pris. Donc voilà. Donc le système, il est vous créez une holding, cette holding rachète l'entreprise que vous visez. L'entreprise que vous rachetez doit gagner de l'argent, doit pouvoir avoir du résultat qui vous servira en fait à rembourser le prêt. Et bien entendu, pas l'ensemble du résultat, puisqu'il y a une partie du remboursement, enfin une partie du cash généré par l'entreprise qui doit rester à l'entreprise, parce que l'entreprise a besoin de cash pour pouvoir vivre. Donc simplement cette partie qu'on va appeler free cash, on va dire, va permettre en fait de rembourser la dette bancaire. La dette bancaire, elle est généralement, non, elle n'est pas généralement, elle est toujours sur 7 ans, pardon. Vous pourriez avoir une ou plusieurs banques, peu importe, un pool bancaire, mais voilà un petit peu le schéma. Donc le schéma, c'est 30% d'apport, donc
Si on prend l'exemple de tout à l'heure, 250 000 euros, le prix, le moyen, ça veut dire que, grosso modo, la banque va vous prêter 600 000 ou 650 000. Ça veut dire que vous êtes sur un deal à 900 000, si j'ai bien calculé. Voilà, 900 000 euros de prix de vente des titres de l'entreprise. Voilà un petit peu comment fonctionne le système de rachat d'une entreprise par une personne physique. Alors, le parcours. Là, on a essayé de mettre en visuel, en fait, la partie repreneur que vous voyez en haut en bleu et la partie cédant en rose. Alors, la partie cédant, je reprends la partie cédant que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, la partie cédant, je vous ai dit, bon voilà, le cédant, vous devez vous poser les questions qu'on a vues tout à l'heure, à qui je vends, etc. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez contacté votre expert comptable, à un moment donné, il faut valoriser votre entreprise. Combien vaut ma boîte? Bon, généralement, c'est l'expert comptable, c'est votre expert comptable qui vous indique le prix de votre boîte. Lui, il va se baser très généralement sur des multiples de prix du compte de résultat. Donc, que ce soit un multiple de résultat net, multiple de BE, enfin peu importe, mais voilà, on va être sur un multiple. Sachant que le résultat, le résultat de votre entreprise, il sera toujours, on va dire, retraité, dans le sens où il y a peut-être des dépenses qui seront, il peut y avoir une dépense ponctuelle, enfin une année, où il peut y avoir des choses ou qu'on retraite parce que c'est des choses qui seront pas forcément réalisées par le repreneur. Donc voilà, ce qui peut aider à monter un petit peu votre résultat. Ensuite, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vous mettiez une annonce comme quoi vous vendez votre entreprise. Donc, ce qu'on appelle le mémorandum. Donc, vous faites un mémo. Donc, vend entreprise, machin. Donc, ces mémos sont toujours anonymes parce que votre entreprise continue à tourner et puis que ça peut être effectivement anxiogène d'afficher à tous les salariés que vous êtes en train de vendre l'entreprise. Donc, vous gardez ça évidemment jusqu'au dernier moment. Donc, une fois que vous avez mis votre entreprise en vente, vous recevez des premiers contacts. De repreneurs. Et puis, ce qu'il faut, c'est rencontrer ces repreneurs, discuter avec eux. Vous avez certainement une idée de ce que vous aimeriez que l'entreprise devienne et la typologie un petit peu de repreneurs. Enfin voilà, c'est une discussion importante entre vous et les repreneurs parce que je pense qu'il faut en rencontrer plusieurs pour se faire une idée de à qui on veut vendre son entreprise. Et on va arriver, à un moment donné, on se met d'accord. Et c'est la partie du milieu là où on va faire une lettre d'intention. Si je reprends la partie repreneur, vous, repreneur, donc voilà, vous avez décidé que vous voulez reprendre l'entreprise, très bien. C'est là où vous devez vous poser la question aussi, est-ce que je suis suffisamment armé pour prendre une entreprise ou pas? Qu'est-ce que j'ai besoin? Voilà, c'est là où en fait vous avez tout intérêt à renforcer votre compétence sur reprendre une entreprise seule. Et donc des formations, c'est le moment de faire les formations, les choses comme ça. En parallèle des formations, vous commencez à regarder et à faire vos recherches. Mais avant de rechercher, parce que c'est vaste, il faut que vous puissiez bien cadrer qu'est-ce que vous recherchez. Voilà. Donc, c'est-à-dire, je reprends mes typologies d'entreprise. Est-ce que c'est l'industrie que j'ai besoin? Est-ce que j'ai envie de rentrer dans l'industrie? Est-ce que j'ai envie de faire du service? Est-ce que j'aime le négoce? Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Où aussi, c'est important. Donc, essayons de ne pas rester sur une ville, parce que ça va être compliqué. Mais donc, c'est de se dire, j'aimerais bien aller à tel endroit. Est-ce que si vous allez
dans une autre région, est-ce que c'est un projet, enfin, il faut que ça soit un projet familial, donc que tout le monde soit OK, parce que très certainement, vous allez devoir déménager, etc. Bon, une fois que vous avez fait votre cadrage, et ça, le CERA sait vous aider largement, idem pour les cédants, tout ce qui est mémorandum, on vous aide là-dessus. Et bien là, vous faites vos recherches. Donc, la recherche sur l'ensemble des places de marché, hein, enfin, il faut chercher partout. Et ce qui est important, donc vous analysez les dossiers, il faut que vous sentiez que cette entreprise, vous voyez bien dedans. Faut voir aussi les résultats qu'elle sortent et qu'elle peut, grâce à ces résultats et à votre apport personnel, le schéma avec la dette, ça peut marcher, elle peut rembourser la dette. Et à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est que vous rencontrez les cédants pour voir si vous êtes en phase avec le cédant sur ce genre d'entreprise. Et donc, vous rejoignez ensemble sur la partie, OK, ça m'intéresse, le cédant, ça se passe bien ensemble, je vais faire une lettre d'intention. Voilà, là, on arrive dans la partie droite, qui est la partie commune, où là, en fait, OK, cédant et repreneur, vous dites, ouais, moi, je suis intéressé pour vendre l'entreprise à ce repreneur. Vous, repreneur, vous dites, moi, cette entreprise, ça m'intéresse vraiment. Et donc, vous faites une lettre d'intention. Donc, une lettre d'intention, là, vous allez arriver dans un système, ce qu'on appelle, vous allez être en exclusivité avec le repreneur, vous cédant, c'est-à-dire que pendant X mois, le repreneur va étudier votre entreprise à travers des audits. Donc, on va faire des audits financiers, fiscaux, informatiques, enfin, différents audits en fait, trésorerie. Et on va faire, c'est là qu'on va aller chercher son financement. Donc, on va aller voir les banques, puisque vous avez l'entreprise, en disant, voilà, moi je voudrais acheter telle entreprise, moi je vais mettre tant, est-ce que vous me suivez, etc. Bon, voilà, c'est toute la partie d'aller chercher le financement. Si tout se passe bien, si les audits se passent bien, si le financement vous l'avez bien, et l'affaire va pouvoir se faire. Donc cette phase-là est importante d'avoir des experts avec soi. C'est-à-dire qu'il vous faudra, sur toute cette phase-là, avocat, dès la lettre d'intention d'ailleurs, et expert comptable pour vous, repreneurs. Vous, cédant, vous avez déjà votre expert comptable. Bon, ce qui est bien, c'est que vous ayez aussi un avocat qui soit aussi dans le monde de la transmission, qui puisse aussi vous conseiller. Donc chacun a son avocat et on avance comme ça correctement. C'est-à-dire que derrière, vous allez devoir faire tout un protocole donc pour acheter l'entreprise. Et donc, il y a beaucoup de papiers juridiques à mettre en place. Donc, c'est important d'avoir les bons avocats qui réalisent tout ça. Donc, voilà. Et tout ça, vous allez aller jusqu'au closing. Et puis le lendemain, voilà, l'entreprise appartiendra au nouveau repreneur. Néanmoins, je pense qu'il est important que vous entendiez aussi entre cédant et repreneur pour un minimum d'accompagnement. Je dirais, j'ai aucune durée à vous conseiller. Ça, c'est vraiment vous qui sentez. Déjà, il y a le projet du cédant. Enfin, est-ce que lui, il vend et peut-être qu'il part ailleurs. Enfin, voilà, ça, c'est important. Mais de toute manière, donc, voilà, il faut un minimum de passation pour pouvoir visiter les principaux clients, les principaux fournisseurs. Et puis surtout, enfin, voilà, faire la passation des salariés qui sont en entreprise. Donc, ça, c'est important. Voilà un petit peu résumé en fait, un petit peu le parcours et tout ça, voilà, c'est 12 mois, 12-14 mois. Alors, en relais. On est où là? Oui, voilà. Donc pour vous accompagner. Voilà. Donc, comme Yvan l'a mentionné, cette reprise, c'est quand même un exercice extrêmement particulier qui diffère de ce que les repreneurs ont pu faire dans leurs emplois précédents. Et donc,
le CRA a développé une formation qui fait référence dans tout l'écosystème de la reprise et qui permet en 3 semaines de vraiment être parfaitement équipé pour cette reprise, donc à ne pas laisser de zone inconnue, à ne pas faire d'erreurs majeures et du coup à reprendre dans les meilleures conditions possibles. Donc cette formation, elle dure 3 semaines. Elle est délivrée par des experts en activité qui sont des spécialistes des PME et de la reprise de PME, donc des experts comptables, des avocats, mais également d'autres personnes qui interviennent dans cet environnement. Donc on a des représentants de fonds, de certains intermédiaires, de toutes les sources également d'informations ou de ciblage ou de financement. On a la BPI qui intervient, France Entreprise. Donc, en 3 semaines, vous avez une vue vraiment très complète du paysage, à la fois en termes de compétences à acquérir et de connaissances de l'environnement. Nous avons aussi des intervenants qui sont d'anciens stagiaires, donc des personnes qui ont fait la formation, qui ont repris et qui viennent témoigner de leur expérience. Donc, cette formation, elle est payante, donc 3 900 €, mais pour 3 semaines. Elle est éligible au CPF avec les nouvelles conditions là, qui ont récemment été annoncées. Elle est certifiante, donc ce qui est le pendant de son éligibilité au CPF. Et vous pouvez vous former en région parisienne, donc à Rueil-Malmaison, à Lyon, à Marseille, Nantes, Angers, Lille et Toulouse. Donc voilà, ça c'est la formation principale du CRA, celle pour laquelle on est très reconnu. Pour les cédants, on imagine que vous ne pouvez pas vous échapper pendant plusieurs jours, voire semaines de votre entreprise. Donc il y a une journée de sensibilisation et ensuite c'est plutôt l'accompagnement par un délégué sur toute la partie justement valorisation, rédaction du mémo, etc. Sur cette partie cédant, la journée de sensibilisation, juste pour information, la prochaine a lieu la semaine prochaine, le 11 mars, à Paris. Enfin, je parle aux Parisiens, aux Franciliens. Donc, elle a lieu le 11. Voilà, si vous voulez connaître un petit peu tous ces aspects justement pour bien céder, je vous invite elle est ouverte à tout le monde, hein, tous ceux qui sont cédants bien sûr. Je vous invite à vous inscrire rapidement. Voilà, c'est vraiment une journée. C'est anonyme, hein, enfin vous n'avez pas, vous n'êtes pas là pour afficher quoi que ce soit, mais ça vous permet de connaître un petit peu tous les rouages de bien transmettre son entreprise. Ça, c'est important. Juste celle de Paris, je ne sais pas si tu lui as dit, mais donc c'est tous les mois. Et la prochaine, maintenant... pour la formation? Oui, les repreneurs, pardon, 3 semaines. Donc, elle a lieu tous les mois à Paris. Tous les 2 mois à Lyon. Tous les 2 mois à Lyon. Et la prochaine, maintenant, c'est mai, c'est ça, hein? Alors, oui, parce qu'on a une formation en avril, mars, avril, mai. La prochaine sur laquelle il reste des places de façon certaine, c'est le mois de mai. Oui. Mais si vous êtes intéressé, je vous encourage à envoyer un message sur notre site. Il y a un formulaire qui vous permet de prendre contact avec CRA Formation. Et là, on peut avoir une conversation pour valider avec vous que c'est la formation qui vous convient et voir dans quel lieu et à quelle date elle sera le plus pertinent pour vous. De toute façon, sur le site internet du CRA Formation, vous avez toutes les dates. Donc de Paris, de Lyon, de Marseille, Angers, Nantes, enfin voilà, vous avez toutes les dates et passez par le site CRA Formation pour vous inscrire, c'est plus simple. Alors, au-delà de cette formation qui est vraiment le socle fondamental, on a à Lyon et à Rueil, à Paris, des formations qui sont beaucoup plus courtes sur la partie cadrage. Donc, Yvan en a touché 2 mots tout à l'heure, mais c'est définir quel type d'entreprise vous intéresse en fonction de vos compétences, de vos centres d'intérêt, de votre expérience.
de l'endroit où vous voulez vivre. Donc, de bien définir la cible que vous avez, enfin, de bien cadrer, pardon, et ensuite de vous aider à cibler donc, les entreprises qui correspondent à ce cadrage que vous avez fait. La formation à Lyon se fait en une journée sur cette partie cadrage, ciblage. En Île-de-France, elle dure 2 jours parce qu'il y a une partie communiquée aussi. C'est-à-dire qu'on vous aide à cadrer et à cibler vos cibles, mais également à communiquer votre recherche et voilà, vos attentes aux cédants potentiels. Donc, c'est un tout petit peu plus complet et ça dure 2 jours. Alors, une fois que vous êtes formé, donc Yvan a couvert un petit peu le travail nécessaire. On va rentrer dans quelques détails là-dessus. Donc, les dossiers à analyser, clairement, il ne faut pas imaginer que vous allez avoir un dossier, que vous allez passer des semaines à l'analyser, que vous allez faire votre LOI et que vous allez l'acheter. Ça peut arriver, mais comme dans beaucoup d'entreprises commerciales, il y a le nombre qui compte. Donc, il faut quand même voir un nombre assez important d'entreprises. C'est pour ça que ça peut être intéressant en tant qu'adhérent au CRA. Vous avez accès à l'ensemble du pool des entreprises. Donc, même si il y a des entreprises qui ne sont pas dans la région qui vous intéresse ou pas exactement dans le domaine ou la taille que vous recherchez, ça vous donne quand même une idée de l'écosystème et de ce que vous pouvez éventuellement trouver. Ensuite, bien entendu, vous affinez votre ciblage et il faut toujours avoir, même quand vous faites une LOI, ne pas abandonner l'analyse de dossiers précédents qui vous intéressaient parce que tant que votre LOI n'a pas été acceptée, eh ben, vous pouvez toujours, elle peut être refusée et donc il va falloir repartir. Donc, repartir de zéro, c'est compliqué. C'est important de garder un flux de dossiers en permanence. Pour cette analyse, elle est bien entendu financière, commerciale, humaine. Alors, la mention d'actualiser, c'est parce qu'en fait, vous allez voir une entreprise et puis peut-être que vous la laissez un petit peu en arrière parce que vous avancez plus sur un autre projet, puis finalement cet autre projet n'aboutit pas. Si vous revenez 6 mois plus tard que l'entreprise n'a toujours pas été vendue, en 6 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, assurez-vous que les informations que vous avez sont bien actualisées. L'approche des cédants, alors c'est quelque chose qui personnellement me paraît évident, mais d'expérience, on se rend compte que c'est important de le préciser. Quand vous approchez un cédant, l'arrogance n'est pas de mise. En tout cas, elle est contre-productive. Et encore une fois, c'est un marché vendeur. Les gens dont vous souhaitez acheter l'entreprise, si vous souhaitez l'acheter, même si vous pensez pouvoir la développer plus, parce qu'il va falloir financer votre emprunt, ils ont construit quelque chose qui vous intéresse. Donc, voilà, cette attitude, en tout cas d'écoute et d'humilité est bienvenue. Et puis voilà, les discussions initiales avec eux, pour le coup, ne sont pas financières, mais vraiment sur l'économie de l'entreprise, comment on crée de la valeur, comment la valeur a été créée, comment on peut en développer plus, et puis sur le plan humain, ce que ça représente à la fois pour le cédant et éventuellement, enfin pas éventuellement, et également pour les salariés. Donc voilà, ça c'est un aspect quand même très important. Oui, grosso modo, comme je disais dans le graphique tout à l'heure, entre le cédant et le repreneur, là, et avant les LOI, il faut, quand vous vous rencontrez, il faut que ça passe, il faut que le courant passe. Parce que vous, cédant, c'est votre entreprise. Vous allez céder à cette personne, la repreneur, cette entreprise. Donc, vous sentiez que cette personne elle va pouvoir déjà s'entendre avec l'activité de l'entreprise et aussi les forces actives de l'entreprise.
Puis si vous entendez bien avec lui, vous allez l'aider en fait à prendre au mieux cette entreprise. Et vous, repreneur, bah, en fait, à un moment donné, il faut que vous ayez toutes les clés de l'entreprise, que vous compreniez comment elle fonctionne. Après, vous y mettrez bien entendu votre patte, mais dans un premier temps, on essaie de comprendre tout ça. Donc en fait, les premiers contacts, c'est vraiment des contacts Ouais. de bah, est-ce que je suis prêt à prendre cette entreprise? Est-ce que je comprends en fait le cédant et cédant, est-ce que je comprends le repreneur? Enfin, c'est ça qui est important. Après, oui, il faudra parler. De toute façon, à un moment donné, quand vous allez faire les oui, il faudra qu'on soit d'accord. Enfin, faudra que vous ayez parlé prix. Donc, le cédant, vous avez une idée de combien vous voulez. Enfin, vous avez affiché d'ailleurs combien vous voulez. Et repreneur, si vous êtes en léger décalage, il faudra en parler à un moment donné, mais pas tout de suite. Il faut d'abord se plaire, on va dire. On va l'appeler comme ça. Voilà. Alors, donc cette partie négociation et LOI, tu viens de le couvrir, Yvan, Oui, mais pardon. il y a bien entendu le prix, il y a l'accompagnement, parce que c'est quand même important que cette transition puisse se faire de la meilleure façon possible. C'est quand même un point délicat, parce que ça peut paraître évident de dire oui, il va falloir un certain accompagnement. Il faut quand même bien juger de la durée. Il faut que ce soit suffisamment long pour être pertinent, mais pas trop long, parce que voilà, il y a une transition et ensuite l'entreprise, elle est au repreneur et le cédant n'est plus là. Donc, se mettre d'accord sur une durée qui soit suffisamment longue, mais pas trop. Et donc, dans la LOI, voilà, vous indiquez votre intention d'acheter, vous négociez une exclusivité qui est limitée dans le temps, et bien entendu, il y a la confidentialité sur les informations que vous allez recevoir, et en contrepartie de la part du vendeur, du cédant, la transparence sur les informations qui vont être amenées à vous fournir. Et cette transparence, elle s'exerce vraiment au moment des audits. Donc, c'est là où le cédant va ouvrir ses livres au repreneur et à ses conseils, en l'occurrence. Donc, les audits financiers, fiscaux, commerciaux, etc. Après, il peut y en avoir qui sont plus spécifiques suivant le domaine d'activité de l'entreprise. Il peut y avoir des réglementations particulières, donc des audits spécifiques. Ça, vous le faites avec des experts, parce que c'est là où il y a le plus de risques. Donc, c'est important que ce soit des experts qui mènent ces audits. Vous devez toutefois en conserver la maîtrise, et c'est là où je veux revenir sur l'intérêt de la formation qui vous permet de discuter en connaissance de cause avec vos experts, de savoir de quoi ils retournent, même si vous n'avez, bien entendu, vous n'acquérerez pas leur niveau d'expertise, mais vous aurez suffisamment de connaissances et de compétences pour discuter de façon intelligente avec eux et savoir quelles questions poser et comprendre les retours qu'ils vous font. Et puis, alors, la notion du PIF, c'est qu'effectivement, il faut quand même le sentir, parce que c'est une décision majeure. Si quelque chose vous paraît pas clair, et voilà, il faut être capable de l'identifier, de le creuser et voire de reculer si vraiment vous avez un gros doute. Voilà, une fois les audits faits, donc c'est la rédaction du protocole qui, là, autant la LOI n'est pas un engagement contractuel d'acheter, autant le protocole en est un, avec la réserve du financement, parce que c'est à ce moment-là, une fois que vous avez le protocole, que vous allez rencontrer les banques avec votre business plan et votre plan de financement. Oui, et juste dans le protocole, il y aura une partie qui est toujours un petit peu à discuter, ce qu'on appelle la garantie. La garantie d'actifs passifs, la GAP. C'est important cette notion de gap, dans le sens où qu'est-ce qu'on écrit là-dedans? On écrit en fait, on va inscrire tout ce qui, on rachète une entreprise, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rachetez l'entreprise,
vous êtes le responsable de l'entreprise le jour où vous achetez. Ça veut dire que s'il y a des choses qui se sont passées avant, c'est-à-dire pendant la période encore où le cédant avait son entreprise, bah, c'est pas à vous d'avoir les conséquences de ce qui a pu se passer avant. Typiquement, je vais prendre un exemple. Vous avez eu un prud'homme, par exemple, qui n'est pas encore jugé. Bah, ce prud'homme, vous allez le mettre justement dans la garantie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, à la fin, vous dites, bah, c'est pas à vous de payer le prud'homme si jamais il serait en défaveur de l'entreprise. Donc, on met en fait dans cette garantie des choses qui pourraient subvenir après qu'on ait fait la vente de l'entreprise. Donc voilà, et donc bien entendu, cette garantie fait partie des derniers documents que votre avocat va rédiger. Mais sachez-le, voilà, elle est aussi limitée dans le temps et en termes de montant et en termes aussi d'enclenchement. Ça. Donc voilà, mais c'est des choses qu'il faudra que vous discutiez. Donc que vous soyez cédant ou repreneur, sachez-le, ça fera partie des derniers documents que vous allez discuter. Et donc, alors le financement, on en a déjà parlé un petit peu. Bien entendu, votre rapport personnel est très important, c'est le point de départ. Il peut être complété par de love money ou des angel investing. Donc bon, là c'est la famille et les amis, on va dire, qui peuvent contribuer. Mais ça rentre dans votre rapport personnel. Perso, ouais. Et également, on l'a pas noté là, mais également les comment ça s'appelle, les prêts d'honneur. Les réseaux, oui, tu as raison. C'est noté quelque part? Non, non. Les prêts d'honneur, en fait, que vous pouvez contracter auprès de notamment 2 grands réseaux qui sont Réseau Entreprendre et Réseau Initiative. Donc, ils vous font des prêts d'honneur à vous, à titre perso, et qui rentrent dans votre rapport. Donc, ça peut être intéressant. Et ensuite, ben, vous avez... Alors, peut-être qu'on devrait mettre les banques avant la BPI, en sachant que... Partie du réseau. Voilà. La BPI peut servir de garant également. Pour les banques, alors là, nous, en général, au CRA, on vous conseille de consulter la banque du cédant, puisqu'elle connaît bien l'entreprise, mais pas que. Si vous achetez dans une région dans laquelle vous n'êtes pas encore implanté, c'est aussi l'occasion de rencontrer l'ensemble des banques, de peut-être prendre plusieurs prêts pour mieux asseoir votre présence locale. Et après, si vous souhaitez acheter une entreprise plus importante que celle qui vous serait permis par votre rapport personnel, il y a la question des fonds d'investissement. Donc, ça peut être soit ils vont faire un investissement soit minoritaire ou majoritaire, auquel cas votre rôle est quand même assez différent, mais c'est des questions qu'on aborde également lors de la formation avec l'intervention de fonds d'investissement qui vous explique la façon dont ils fonctionnent, les conditions. On a aussi des repreneurs qui témoignent, je pense en particulier qui a 2 fonds minoritaires dans son tour de table. Et donc, voilà, vous avez à la fois des explications théoriques et une expérience pratique qui vous est présentée. Et enfin, voilà, on arrive au closing. Alors, la holding, on en a parlé tout à l'heure, on dit que c'est vraiment fiscalement indispensable. Il y a effectivement cette notion de séparer la holding du patrimoine privé. Ça permet de faire financer la reprise donc par ces prêts bancaires et par les remboursements qui remontent. Bon, je pense que on ne va pas rentrer là dans le détail. Après, il faudra que vous créiez une holding. Maintenant, on n'est pas obligé de la créer à partir du moment où on commence à chercher. Mais au moment où on va parler de LOI, il faudra que vous ayez votre holding. Voilà. Et donc, le closing, bon, bah, c'est le jour de la dernière signature. Donc là, une fois que tout est signé, l'entreprise est à vous. Et voilà, vous démarrez votre nouvelle vie de chef d'entreprise. Ces 100 premiers jours, on dit qu'ils sont essentiels quand vous prenez un nouveau job.
ils sont encore plus critiques quand vous reprenez une entreprise, parce que c'est là où, bon, comme on dit, on n'a qu'une chance de faire une première bonne impression. Pour vous accompagner, on a à Rueil et à Lyon des formations de 2 jours, justement dédiées à ces 100 premiers jours, qu'on vous conseille de faire après la signature du protocole, parce que comme ça, vous savez exactement où vous mettez les pieds, vous connaissez l'entreprise, vous avez fait les audits, et on vous aide à préparer vos 100 premiers jours. Sachez ce que vous allez faire le premier jour, dès que vous avez les clés, comment vous allez parler au personnel, à qui vous allez parler, les actions que vous allez faire, comment vous allez balancer votre temps entre les différentes activités qui réclameront votre attention. Donc, c'est une formation courte qui me paraît essentielle pour bien démarrer. Alors, elle est disponible malheureusement seulement à Rueil et à Lyon, mais comme c'est 2 jours, peut-être que c'est jouable, même si on est ailleurs, de venir faire cette formation. Ouais, très important. D'emmener avec vous les forces vives de la boîte que vous rachetez. Enfin, voilà, vous allez devoir leur expliquer ils sont inquiets, forcément ils sont inquiets. Enfin, voilà, ils avaient un patron depuis 5, 10, 15 ans, voire plus. Là, ils vont avoir un nouveau patron. Voilà, ils veulent savoir vers quoi il va les emmener. Donc voilà, faut vraiment bien préparer ça, pas se brusquer, mais voilà, c'est hyper important. Et voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Donc, juste pour résumer, là où le CRA peut vous accompagner dans votre projet de cession ou de reprise. Donc, c'est avec des sessions d'information comme celle-ci. Les formations dont je vous ai parlé, donc la formation complète sur la reprise de 3 semaines et les formations courtes pour le ciblage et le cadrage et les 100 jours. Le CRA Association vous propose un accompagnement à la fois expérimenté et désintéressé. Alors, je sais qu'Yvan est un peu réticent à ce que je mentionne expérimenté et désintéressé. Je pense que c'est essentiel parce que c'est vraiment... Non, je ne suis pas réticent. Mais t'es trop modeste. Mais je pense que c'est vraiment important d'être très clair là-dessus. Les bénévoles du CRA sont par définition désintéressés et vraiment expérimentés. Donc, eux ne vont pas hésiter à vous dire la vérité. Ils n'ont rien à gagner, rien à vous vendre. Donc, je pense que c'est important. Partager, en fait, voilà, vraiment partager notre expérience. On est tous des anciens chefs d'entreprise ou patrons ou banquiers, enfin, voilà, dans ce monde de la transmission. Voilà, on aime l'entrepreneuriat et comme on l'aime, on veut transmettre un petit peu tout ce qu'elle peut nous apporter. Donc c'est pour ça qu'on vous accompagne, vous repreneurs ou vous cédants, dans cette démarche importante de vie. Et donc pour les cédants, on a des fichiers de repreneurs, donc parce qu'on a beaucoup dit que les repreneurs devaient chercher des entreprises. Il se passe aussi le contraire, que des cédants veuillent identifier des repreneurs qui répondent à leurs critères. Donc, nous, on a tous les adhérents du CRA ont un dossier dans lequel ils se présentent et dans lequel ils présentent leur projet. On a des outils pour vous aider à la valorisation de votre entreprise, malgré toute la confiance que vous devez avoir envers votre expert comptable. Ils ont souvent un certain biais quant à la valorisation, donc c'est bien de pouvoir le confronter à d'autres plus objectifs. Donc on a des outils et de l'expérience encore une fois. Pour les repreneurs, on a des dossiers d'entreprise à céder. On a des outils pour la recherche, donc Cap Financial qui est une base de données de toutes les entreprises en France sur lesquelles vous pouvez faire des filtres pour cibler les entreprises qui vous intéressent, par exemple, sur un code particulier, dans une région particulière, avec
un patron, une patronne qui a plus de 60 ans ou 65 ans. Voilà, vous pouvez faire ce type de recherche. Avalor, c'est un outil qui vous aide à la valorisation. Vous pouvez charger une liasse fiscale, identifier les retraitements que vous voulez faire et ça vous propose des valorisations suivant différentes méthodes. Donc, c'est un bon moyen de savoir un peu où vous mettez les pieds et ça va très vite. Et enfin, Xerfi, ce sont des études de marché sur vraiment tous les domaines. Hein. Donc, c'est très complet, extrêmement riche. Si vous touchez un environnement dont vous n'êtes pas extrêmement familier, ça peut être très, très intéressant. Tous ces outils, si vous deviez les acheter ou vous y abonner en tant qu'individuel, c'est plusieurs milliers d'euros. En tant qu'adhérent du CRA, vous y avez accès au titre de votre cotisation. Et je voudrais finir juste sur le groupe de repreneurs, qui est un autre aspect extrêmement intéressant. Et ces groupes de repreneurs se forment souvent à la suite de la formation ou dans les délégations. Et ça permet d'échanger avec des pairs, des personnes qui ont les mêmes préoccupations que vous, éventuellement de s'échanger des pistes d'entreprise si elles correspondent mieux à l'un ou à l'autre. Mais c'est vraiment un réseau d'échanges et de soutien qui est très riche. Et tous les repreneurs qui en font partie en sont en général extrêmement contents. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Tu veux ajouter quelque chose? Juste que, enfin, voilà, l'adhésion, en fait, que vous soyez cédant ou repreneur, nous, on fonctionne par adhésion à l'année ou 18 mois pour les cédants. Enfin, voilà, c'est une adhésion annuelle ou 18 mois, mais voilà, on ne fonctionne pas en success fees, des choses comme ça. Enfin, voilà, nous, c'est ponctuel hein, parce que je pense qu'on va avoir la question. Pour un repreneur personne physique, bah, c'est 700 € hors taxe pour une année. Et pour un cédant, alors ça dépend, on le fait par rapport au chiffre d'affaires, mais en gros, ça commence à 1600, 1700 € hors taxe, et ça va monter jusqu'à 3000 suivant la taille de l'entreprise. Voilà. Et donc là, on vous met si ça veut, non, ça veut plus avancer. Voilà, les QR codes pour faire le test, si vous avez le profil du repreneur et quel type de cédant vous êtes. Madi vous enverra les slides, donc vous pourrez faire ça tranquillement. Et maintenant, nous sommes à votre écoute pour les questions si vous en avez. Super, merci beaucoup Claude, merci beaucoup Yvan pour votre intervention. Vous pouvez dès à présent télécharger le support de communication dans l'onglet dessous pour faire le test pour la réponse aux questions. Alors, donc nous avons beaucoup de questions, je commence. Donc, si nous n'avions pas de salariés mais uniquement des indépendants, est-ce que nous sommes concernés par le CRA? Si nous sommes que des indépendants? Enfin, si vous êtes une boîte où il y a qu'une seule, vous êtes unipersonnel, mais que vous employez des vacataires, on va dire, ou des oui, enfin, ça dépend de l'activité, bien entendu, si vous êtes dans l'activité, mais ça peut faire partie des choses. Vous n'avez pas de salariés, vous n'avez que des vacataires. Oui, bien entendu, ça peut. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est simplement s'assurer après que les vacataires, on va les garder, quoi. Ouais. Enfin, pour le repreneur, j'entends. Merci. La valorisation d'une entreprise est faite par les équipes du cédant, experts comptables, avocats, etc. Ce qui sera naturellement surestimé car c'est leur bébé, entre guillemets. Comment rationaliser la valeur quand on est repreneur? C'est un petit peu ce que je mentionnais tout à l'heure en disant qu'on avait des outils. Donc, il y a cet outil Avalor là, qui permet de... il y a des retraitements qui vont être objectifs, suivant les coûts qui sont mis dans l'entreprise par le cédant et ceux qui vont être ceux du repreneur. Tant que les choses sont transparentes,
Ensuite, ça va, les seules questions qui peuvent se poser, c'est lorsqu'il va s'agir de multiples. Donc, il y a le retraitement d'abord, et ça, c'est complètement objectif. Et ensuite, ça va être la question de dire, ben, dans mon secteur, moi, j'estime qu'il faut appliquer un multiple de 4, et le repreneur va dire, ben, attendez, toutes les entreprises similaires qui ont été vendues depuis les 2 dernières ou 3 dernières années, on est sur des multiples de 2. Qu'est-ce qui justifie cette différence? Donc, c'est vraiment des discussions. On a à la fois des outils et un accompagnement qui va vous permettre d'objectiver et d'avoir des discussions honnêtes sur des choses très claires. Je pense que c'est vraiment ça. Oui, Après, il y a un vrai marché on va dire, suivant l'activité, de multiples qui vont être différents. C'est-à-dire que suivant, et ça va bouger de toute manière. En ce moment, bon, il y a beaucoup d'IA, cybersécurité, etc., qui peuvent avoir des multiples un peu plus élevés que d'autres. Mais voilà, mais il y a un vrai marché des multiples sur résultat. Donc, Et puis, j'ai envie de dire, à la fin, le juge de paix, c'est quand même le banquier qui va vous dire, ben, à ce prix-là, avec ce que vous ressortez comme EBE, vous ne pouvez pas l'acheter. Voilà, il faut pouvoir la financer. Est-ce qu'elle est finançable? C'est vraiment la question finale. Merci beaucoup. Est-il possible d'acheter une entreprise à plusieurs, c'est-à-dire un extérieur majoritaire, donc moi, la personne précise, et 3 collaborateurs clés internes? Si oui, comment peut-là se faire vis-à-vis des banques, donc notamment pour le financement et les apports personnels? Les banques n'ont pas grand-chose à avoir là-dedans. C'est surtout qu'à un moment donné, très, très clairement, vous identifiez dans l'entreprise que vous voulez racheter 2 ou 3 hommes clés qui vous avez besoin et que vous voulez qui participent à la nouvelle aventure. Vous leur proposez de participer au capital, vous restez majoritaire bien sûr, et puis dans ce cas-là, vous demandez à votre avocat de vous faire un pacte d'actionnaires. Voilà. Et ça se fait couramment, oui. Ça, c'est des choses qu'il faut préparer justement lorsque vous faites les audits, etc. Il faut que vous rencontrez ces gens-là et que vous voyez que vous allez pouvoir racheter en divisant les titres par rapport aux apports de chacun. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est obligé d'être adhérent au CRA pour faire la formation des 3 semaines? Non, on n'est pas obligé. Alors, après, on va essayer de vous convaincre d'adhérer, soyons honnêtes, mais, bien sûr. Mais on vous en laisse absolument libre, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du budget à prévoir pour le financement des audits et des experts, des audits des experts? Et donc la personne précise, j'imagine que c'est un pourcentage de la taille de l'entreprise. Non, pas forcément. En fait, le travail suivant la typologie d'entreprise, les audits peuvent être différents. Typiquement, une industrie, vous aurez forcément un audit industriel, peut-être un audit environnement, etc. Enfin voilà. Mais voilà, j'aime pas trop avancer forcément un bouquet de prix, mais voilà, on dit que autour de avocat plus expert comptable pour un deal, il faut compter 25 000 euros d'honoraires. Très bien, merci. Là aussi, c'est important de les rencontrer d'ailleurs. Donc nous, par rapport aux adhérents, on vous donne des adresses d'avocats et d'experts comptables qui sont spécialisés dans la transmission et aussi dans la taille des entreprises. C'est-à-dire que ça sert à rien d'aller chercher des gros cabinets qui ont l'habitude de travailler pour des entreprises du CAC 40, vous allez payer une fortune. Et voilà. Et là, c'est vraiment des gens qui ont l'habitude de travailler sur ce type sur taille d'entreprise. Vous en voyez plusieurs, tout comme, c'est important aussi que vous vous sentiez bien avec le correspondant, avec l'avocat, etc., que vous sentiez que c'est quelqu'un qui va vous accompagner. Il vous fera une lettre de mission avec un coût, et puis voilà.
Merci beaucoup. Donc pour le financement, est-ce que vous pouvez aussi expliciter les 70% par rapport au cash que dégage l'entreprise? Donc la personne fait référence à ce qui était sur la présentation. 70%, tout simplement. Enfin, une boîte, à un moment donné, va générer un résultat. Et une boîte a besoin de ce qu'on appelle un besoin de fonds de roulement, le BFR. Donc, en fait, si vous prenez tout le cash de l'entreprise pour rembourser, à un moment donné, vous allez être bloqué parce que le BFR, il sert en fait à payer des fournisseurs en avance, voilà, différentes choses, pour payer les salaires déjà, dans un premier temps, des salariés qui se payent tous les mois. Donc, il vous faut du cash dans l'entreprise pour faire tourner l'entreprise. Mais par contre, tout ce qui génère de cash supplémentaire, le free cash, ça, vous allez pouvoir vous en servir pour remonter à la holding qui permettra de rembourser la dette bancaire. Et généralement, voilà, la banque dit... Après, vous pouvez calculer le BFR qu'a besoin l'entreprise. Idéalement, c'est ça. Vous calculez réellement le BFR qu'a besoin l'entreprise. Et puis, si vous en créez, je sais pas, de 200% plus, voilà, tout ça, ça peut partir pour rembourser. Merci beaucoup. Est-ce que c'est possible de faire la formation de cadrage avant celle des 3 semaines? Oui, absolument. Très bien. Je vois beaucoup de questions par rapport au petit apport personnel. Est-ce que comment va se passer le parcours de reprise? Est-ce que ça sera plus laborieux qu'avec un prêt? Je vois des messages passer, des personnes plutôt inquiètes. Non, parce que, petit apport, je sais pas ce que... en fait, c'est très mathématique, hein. Vous avez tant d'apports, vous aurez le prêt bancaire qui va correspondre à hauteur de 70-30. Voilà, faites le calcul comme ça. Après, plus l'apport est plus petit, plus la boîte sera... Vous n'allez pas pouvoir acheter une grosse boîte, hein. Vous avez vu tout à l'heure que le chiffre d'affaires, on vous a montré les pourcentages par chiffre d'affaires. On a montré une image, donc on était, je ne sais plus, à 60% à peu près. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise qui fait 1 million, vous allez l'acheter 600 000. Oui, c'est ça. 600 000, donc ça veut dire que la banque, si elle vous prête 400, vous allez en sortir 200, ou 150 et la banque 450. Enfin, voilà, là, c'est le côté thématique. Après, il faut juste regarder si l'entreprise que vous rachetez génère suffisamment de résultats pour rembourser les 450 000 que vous avez empruntés à la banque. Bon. Après, pour ceux qui sont sur un apport perso assez faible, il y a d'autres solutions, et on est rentré il y a quelques années dans le monde de la franchise. La franchise, ça permet aussi d'avoir un petit peu, pour certaines choses, un peu moins d'apport. Et aussi, ça peut être rassurant parce que vous avez la tête de franchise qui peut vous accompagner dans la reprise de l'entreprise, etc. Donc, voilà, il y a différentes solutions qui existent, mais effectivement, suivant votre apport, il faudra que vous fassiez par rapport à ce que vous avez, sachant que vous pouvez rajouter le love money, le prêt d'honneur. Un prêt d'honneur au réseau Entreprendre, par exemple, vous pouvez monter jusqu'à 70 000 euros. 70 000 euros, c'est presque 180 000 euros de prêt bancaire en plus. Donc, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut regarder, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que vous proposez uniquement des reprises, donc en remplacement du cédant, ou y a-t-il aussi des propositions de prise de participation minoritaire pour accompagner le cédant sans limitation dans le temps? Alors, c'est plus rare. Ça arrive que de temps en temps, on ait des demandes comme ça, où en fait on a un cédant ou un repreneur qui ne veut pas reprendre tout seul. Ça, c'est un peu plus souvent. Mais ça peut arriver, oui. Mais c'est plus rare. Donc je vois une personne c'est pas vraiment une question, mais on peut quand même y répondre, qui dit que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de formation CRA dans chaque région, que cela permettrait de créer un véritable
enfin que ce serait quand même un petit peu mieux. Et donc, je ne sais pas si vous souhaitez parler peut-être de la formation en ligne Mm. qui, Oui. Alors, juste, c'est effectivement, on regrette de ne pas pouvoir avoir de formation dans chaque région. Pour que ça soit viable, il faut qu'il y ait un réseau local suffisant, qu'on puisse avoir suffisamment de participants. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle on n'a pas de formation partout. Et pour répondre à ce besoin-là, parce qu'on se rend bien compte que tout le monde ne peut pas venir à Lyon ou à Paris ou à Marseille pour 3 semaines avec les frais que ça engage, on a développé une formation en ligne, donc c'est du digital tutoré, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est enregistrée, que vous suivez à votre rythme, enfin avec une cadence qui est déterminée, mais quand vous voulez dans la journée, et des rendez-vous en ligne avec un expert qui va intervenir sur un sujet. Donc là, nous sommes en test au mois de mars et probablement que la première session devrait avoir lieu, alors je pense au mois de mai certainement, peut-être un petit peu plus tôt, mais en tout cas, on va absolument communiquer là-dessus. Alors, elle ne sera pas aussi complète que la formation en présentiel, forcément, il y a des... mais ce sera une formation de grande qualité parce que c'est vraiment ce sur quoi on fait porter tous nos efforts. Et vraiment, elle va couvrir les points clés. Donc, il y aura environ 40 heures de cours qu'il faut comparer avec les 90 heures sur la partie en présentiel. Et sachant qu'en présentiel, vous avez en plus 30 heures d'information. Mais en combinant ça plus l'adhésion au CRA, je pense qu'on a quand même quelque chose de sérieux parce que pour le coup, même s'il n'y a pas de formation dans toutes les régions, il y a des antennes du CRA et des délégués vraiment quasiment partout. Merci beaucoup. Dans quelle mesure il est possible d'entamer le processus de reprise en parallèle d'un emploi pour un cadre supérieur? Dans quelle mesure j'ai tendance à dire, quand vous êtes repreneur, c'est un boulot à temps plein. Donc, il faut à un moment donné se libérer. Pourquoi c'est un boulot à temps plein? Parce que, bon, déjà, ça va mobiliser pas mal de temps de rechercher des cibles. Et puis la dernière partie là, commune avec le cédant, là, c'est du temps à temps plein, dans le sens où, en même temps que vous avez les audits à faire, vous aurez le prêt bancaire à aller chercher, etc. Donc ça, c'est un boulot monstre. Mais même par rapport, quand vous allez rencontrer des cédants, vous êtes encore en poste, imaginez le cédant, rappelez-vous, hein, c'est concurrentiel. Donc, entre quelqu'un qui doit démissionner de sa boîte, etc., et qui veut me racheter ma boîte, et un autre qui est libre, moi, j'ai vite fait le choix. Voilà, à un moment donné, il faut vous libérer assez vite. Si vous voulez faire la formation de 3 semaines, c'est pareil, il faut 3 semaines de temps. Enfin, vous voyez, mais bon, bon, si vous êtes encore en poste ou en phase de sortir de votre entreprise, vous pouvez commencer effectivement à chercher malgré tout. Vous pouvez en temps masqué regarder des entreprises, commencer à analyser des dossiers. Mais quand vous allez vouloir rencontrer des cédants, il faut que ça soit clair pour vous et pour la personne que vous allez rencontrer, le timing que vous allez avoir pour être libre, quoi. Très bien, merci beaucoup. Quelle source de financement de la formation hors CPF lorsqu'on est salarié? Alors, quelles sont les autres sources de financement de la formation hors CPF lorsqu'on est salarié et qu'on ne souhaite pas que son entreprise actuelle soit au courant de ce projet? Vos économies, je dirais. Honnêtement, je ne vois pas, parce que France Travail peut éventuellement en prendre une partie en charge dans certaines conditions et suivant. Mais il faut être demandeur d'emploi. Et le CPF, alors c'est une bonne question. Je ne sais pas si l'employeur est forcément au courant que vous utilisez votre CPF.
ne suis pas certaine. Normalement, non. Non, hein, il ne me semble pas. Il faut juste prendre des congés pour... voilà, il faut prendre des congés pour être disponible pendant la formation, mais normalement, votre employeur n'a pas accès à... Il ne va pas recevoir d'informations sur le fait que vous utilisez votre CPF. Vous pouvez très bien décider de, pendant vos vacances, faire une formation financée par votre CPF. C'est vraiment un compte personnel de formation. Est-ce que vous avez révisé vos coûts suite au changement et plafonnement du CPF et de la formation? Non. Parce que nos coûts ils sont liés à... Nos prix sont liés à nos coûts et nos coûts n'ont pas changé suite à la baisse de la prise en charge du CPF. Alors, il y a beaucoup de questions. J'en profite pour vous dire que c'est bientôt la fin du webinaire et que nous gardons toutes les questions. Donc Claude et Yvan reviendront vers vous pour vous apporter une réponse plus détaillée. Parce que les questions, c'est plus du cas par cas, là, pour le coup. D'accord. Enfin, juste, je voudrais compléter simplement ce que je vous ai répondu tout à l'heure sur est-ce qu'il faut être à 100% disponible pour reprendre. Je rajoute un élément qui est quand vous êtes repreneur, en fait, vous l'êtes à 100% dans le sens où ce que je dis souvent, il faut aller créer sur les toits de Paris. Je cherche une entreprise, je cherche tel type d'entreprise, etc. Il faut en parler à tout son réseau, il faut en parler partout. Et donc, quand vous êtes coincé parce que vous êtes encore chez votre employeur, vous ne pouvez pas trop en parler, c'est dommage parce que c'est le moment d'aller chercher peut-être des entreprises sur le marché caché. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'à force d'en parler avec votre réseau, un peu partout, vous aurez toujours quelqu'un qui vous dit « Ah, mais tiens, je connais un tel qui vend un train de vendre son entreprise, etc. » Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut être libre à un moment donné. Il faut être libre de pouvoir faire sa recherche et tout son parcours de reprise à temps plein. Tout à fait. Est-ce que le CRA propose des prestataires, des partenaires experts, donc experts comptables, avocats? Est-ce que le CRA donc propose? Oui, bien sûr. Oui, on a une liste de partenaires, dont certains d'ailleurs interviennent à la formation de 3 semaines. Voilà, et en fait, on vous communique leur 06. Vous prenez contact avec eux, vous envoyez plusieurs, il faut que vous sentiez que vous pouvez travailler avec. Il n'y a aucun problème. Est-ce que vous savez si France Travail peut également financer une partie de la formation? Alors, théoriquement, oui. Concrètement, ça dépend, en fait, on n'est pas capable de vous affirmer que ça va être le cas. Donc, c'est vraiment au cas par cas, suivant votre agence, suivant votre profil. Il faut faire une demande. Donc, nous, on peut vous fournir un devis, on peut vous donner toutes les informations nécessaires, mais on n'est pas en mesure de vous dire que oui, absolument, France Travail va prendre la formation en charge. Et on va terminer avec une dernière question. Donc, selon vous, quelles sont les 3-4 compétences qui vous paraissent indispensables pour réussir une reprise pour quelqu'un qui n'a jamais été chef d'entreprise? Les 3-4 compétences. Bon. Petit exercice. Oui, mais globalement, il faut avoir... après, vous pouvez vous former, etc., pour un peu plus de capacité. Mais bon, il faut avoir une notion quand même de direction, soit d'une BU, soit... Enfin, voilà. Il faut avoir le sens du management. Il faut avoir aussi le côté commerce. C'est important. Parce que le dirigeant, le patron, c'est le premier commercial de sa boîte, donc il faut avoir cette notion de commercial. Et puis à un moment donné, vous allez piloter l'entreprise, donc il faut avoir des notions un petit peu de finance, enfin de savoir un petit peu lire. Vous n'êtes pas obligé d'être DAF, hein, bien entendu, mais
Mais voilà, comprendre un compte de résultat, c'est important, et un plan de trésorerie. La trésorerie est importante dans l'entreprise. Voilà, et puis surtout, il faut avoir la niaque. Enfin, voilà, à partir du moment où vous allez avoir l'envie, déjà, c'est beaucoup, quoi. Enfin, et montrer que vous êtes enthousiaste sur ce projet. Super, merci beaucoup. Donc, pour rappel, pour les participants, donc le document est téléchargeable dans l'onglet documents. Toutes vos questions qui n'ont pas été traitées, on les traite à la fin de ce webinaire, et puis nous vous invitons à répondre au questionnaire de satisfaction pour que nous continuions à nous améliorer de jour en jour. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.